bienvenue à la 21e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival, et plus particulièrement au symposium Imaging the Future, à cette deuxième journée dédiée entièrement aux jeux vidéo. Le jeu vidéo qu'on est très très content de réaccueillir au NIF, ça fait quelques années qu'on l'a laissé un petit peu de côté, et puis c'est la volonté de la nouvelle direction et également de moi-même à la programmation de Extended de pouvoir à nouveau offrir cette place pour le jeu vidéo qui a tellement de ponts en fait avec ce qui nous obsède nous au NIF, c'est-à-dire les imaginaires de la science-fiction, le cinéma asiatique est évidemment très proche de ce que font Slow Clap avec Sifu. On a pu avoir ce matin donc Fabio Baumgartner et Félix Boach qui nous parlaient du emotional storytelling, enfin de comment utiliser l'empathie dans le game design. On a pu ensuite avoir Naraven Games et Pete Bottomley pour nous parler de environmental storytelling, donc à travers les éléments de background et environnementaux, comment on peut raconter une histoire et guider le joueur à travers des éléments de l'environnement. Et pour cette dernière conférence de la journée, donc qui s'appelle The Art of Self-Improvement, on a le plaisir d'avoir deux équipes, celle de Slow Clap, donc, avec Jordan Layani et Théo Caselli, et des Veuvezans de Digital Kingdom, avec Benjamin Vurlo et Sandro Dallaglio, qui vont chacun donc, vous allez pouvoir voir du gameplay ininterrompu de chaque jeu. Après chaque gameplay, vous verrez une présentation de chacun des équipes qui va vous parler justement un petit peu plus en détail du rapport à la gestion de la difficulté, qui est, à notre sens, qui rassemble un petit peu ces deux jeux-là. Et puis ensuite, on réunira tous les gens qui ont parlé sur le plateau avec David Javen, notre modérateur pour l'ensemble, notre animateur pour l'ensemble de ces conférences, pour une discussion plus approfondie au format panel. Vous n'êtes pas venus pour m'écouter. Je vous laisse donc la place à nos invités, que je remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite une excellente séance. Il est où? Il est là. Alors, bonjour, je m'appelle Sandro Dallaglio et je suis le game designer sur Swordchip. Au mois de septembre. Donc voilà, je vais éviter les commentaires, je vous laisse regarder.
voilà pour le gameplay. J'espère que du coup vous êtes un peu au clair sur le, sur le fonctionnement. J'espère que ce petit moment de gameplay sera suffisant pour... Oui. Ok. Ah oui, c'est qu'on est... Oui, alors j'espère, oui, je disais donc le gameplay est à peu près au clair pour vous. En gros, vous avez vu, c'est un jeu basé sur le fait de... Alors nous, on le décrit souvent comme un dodge 'em up, c'est-à-dire c'est un shoot 'em up dans lequel on ne peut pas tirer. Donc effectivement, tout est pensé dans l'idée d'esquive et dans l'idée d'utiliser les attaques des ennemis pour qu'ils s'entretuent, avec ce système de livraison au milieu où on a des containers qui arrivent, qu'il s'agit d'attraper et ensuite de livrer. Maintenant, on va pouvoir rentrer du coup un petit peu dans le sujet du jour avec justement on va parler de la difficulté, comment on a équilibré la difficulté dans le jeu, et on va parler de ça avec une petite métaphore autour du saut en hauteur. Il y aura deux parties. La première, c'est à quelle hauteur on a mis la barre, qui sera avec moi, et puis il y a une deuxième partie avec Ben, notre artiste, qui lui vous parlera plutôt de comment on s'assure qu'on voit bien où est la barre, et puis que si on la fait tomber, on sait pourquoi. Petit avertissement aussi, on n'est pas là pour donner des leçons, hein, parce que notre jeu n'est pas sorti. Donc on va plutôt vous parler de nous, comment est-ce qu'on a pensé les choses et comment on espère qu'elles vont se dérouler. On a des tests qui nous montrent que bon, ça n'a pas l'air de trop mal se passer, mais le jeu sort dans 2 mois et demi, donc voilà, on espère que ça ira comme on a envie. Alors, à quelle hauteur mettre la barre ? Pour ce qui est de la difficulté avec le jeu, au tout départ, on n'avait pas une idée forcément précise. La seule chose qu'on savait qu'on voulait, c'était qu'on ne voulait pas un jeu qui allait baisser la barre au fur et à mesure en débloquant des upgrades ou des choses comme ça, où la barre allait se baisser au niveau du joueur, mais que dans l'idéal, on aimerait quelque chose où la barre allait rester à un endroit, puis on a essayé de monter le joueur à la hauteur pour qu'il puisse passer par-dessus. Alors bon, le jeu, il en a décidé un petit peu autrement. Il nous a amené au bout d'un moment, je dis toujours, moi j'ai la sensation qu'au bout d'un moment, le jeu, quand il commence à prendre forme, il commence à parler, en fait. Et puis, il a commencé à décider que bon, il y avait une autre direction un petit peu différente, qui était plutôt celle-là. C'est l'idée de laisser le joueur parier sur ses compétences face au challenge. C'était de dire... Quand je pense à ça, je pense toujours à Mario. C'est pour ça que j'ai mis cette image où je trouve qu'on voit bien, je crois que j'ai le petit pointeur laser, on voit bien l'idée avec Mario qui peut passer au-dessus, là, c'est le chemin normal qui est prévu quand on ne connaît pas forcément bien le jeu ou le niveau. Et puis il y a toujours ça, là, qui dit oui, mais en fait, si tu penses être suffisamment avancé dans le jeu, que c'est pas la première fois que tu viens, bah peut-être c'est intéressant d'aller essayer d'attraper ça. Bon, par contre, si t'es pas assez fort, ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber. Donc à toi de mesurer à quel niveau tu en es pour voir si tu prends le risque ou tu le prends pas. Bah, en gros, Swordship, c'est beaucoup ça, la difficulté. C'est-à-dire qu'on a essayé d'élargir ça le plus possible et que le joueur ait à se positionner entre ces deux extrêmes, entre le facile, l'accessible, et le très difficile. Et on a 2 moyens principaux. On en a un dans la boucle de jeu principale, quand on est vraiment dans le jeu, où là on a les deux opposés. On a d'un côté l'esquive, qui est vraiment, si on se contente d'esquiver dans le jeu, si vraiment on se dit ok, je veux juste éviter les zones rouges, le reste ne m'intéresse pas, je me concentre que là-dessus. En fait, le jeu n'est pas si difficile que ça. On a été à un salon récemment où il y a même des gens qui ont fini le jeu du premier coup. Hein. Donc, alors, il s'avère que dans le jeu, on pourra en parler après, mais c'est pas forcément la fin du jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait faisable si on se concentre que là-dessus. Et à l'opposé, si on commence à faire ce que vous m'avez vu faire tout à l'heure, c'est-à-dire se positionner de façon à éliminer les ennemis et utiliser le positionnement pour les tuer, et là on prend des risques. Là on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus difficile, et aux joueurs, selon le moment, selon ses aptitudes, de se positionner en ces 2 extrêmes-là au fil du niveau. L'autre méthode, l'autre élément important en tout cas qui va dans cette direction, c'est cet écran-là qui, je crois que Ben va vous en parler encore un petit peu après, c'est un écran qui a été un peu pénible à mettre en place parce qu'il est effectivement assez central dans notre jeu. C'est le moment de fin de niveau où vous avez vu, on a collecté des containers, on les a livrés, et ceux qu'on a livrés se retrouvent sur cet écran, et à ce moment-là, il faut choisir
Qu'est-ce qu'on en fait? Comme vous avez pu le voir, soit on garde les containers pour nous, pour améliorer notre vaisseau et surtout pour avoir des vies supplémentaires, ou alors on peut les donner. Comme vous avez peut-être vu, il y a une petite histoire un peu à la Robin des Bois, où voilà, ces containers, on peut les donner à des gens qui en ont besoin, et de dire, ok, est-ce que je les donne? Et en fait, la balance entre les deux, c'est de nouveau, on retrouve cet extrême entre le facile et le difficile. C'est de dire, d'un côté, en fait, si je ne suis pas à l'aise avec le jeu, je vais tout garder pour me faire des vies supplémentaires et puis avoir un vaisseau plus fort. Et puis à l'inverse, plus je commence à être à l'aise avec le jeu, je vais commencer à répartir selon ma compétence. En gros, je parie sur ma capacité à réussir le stage suivant. En fait, combien de vies va me falloir dans le stage suivant pour accéder au prochain, et ainsi de suite. Du coup, la question suivante, c'est pourquoi est-ce que je choisirais la voie difficile? Alors, il y a des joueurs effectivement qui instinctivement vont avoir envie de choisir la voie difficile, mais disons qu'on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui vont se dire pourquoi j'irais pas au plus simple? C'est là que intervient nous de notre côté la tentation. On a dû mettre en place vraiment la tentation pour essayer de dire non, même si tu as envie, on va essayer de t'amener à aller le plus haut possible, à mettre cette barre le plus haut possible et pas la laisser tout en bas. Et ça, on a aussi plusieurs moyens qu'on a mis en place. La première, c'est pas du tout c'est de notre invention, c'est que le cerveau humain, il aime bien les trucs jaunes. On en a parlé ce matin avec Pac-Man, il y a quelqu'un qui en parlait, mais Mario a aussi fait sa carrière là-dessus. Apparemment, quand on pose des choses jaunes sur l'écran, généralement, les gens, ils ont envie d'y aller. C'est très drôle parce qu'avec nos playtests, il y a même une testeuse qui m'a dit, et on l'a changé du coup parce que je trouvais ça extrêmement pertinent, que même dans le niveau de difficulté le plus bas, elle disait mais il y a trop de containers, il y a trop de cette ligne jaune, il y en a trop dans le niveau, et j'ai toujours envie d'y aller, et je meurs parce que je prends trop de risques. Et c'est vrai que je me rendais même pas compte à quel point l'attrait de ces petites pastilles et de ces bandes jaunes était fort, quoi. Donc on a dû vraiment réduire la quantité pour pas trop tenter les joueurs, pour qu'ils puissent se concentrer déjà dans un premier temps sur éviter. Le deuxième point, les situations de jeu sont plus intéressantes forcément si on décide de jouer dans quelque chose d'un peu plus difficile. C'est vrai que l'esquiver, ça va marcher les 2-3 premières parties, mais si on se contente de ça aussi, on va aussi rapidement peut-être un peu plus s'ennuyer que si on cherche le positionnement optimum. Il y a aussi le jeu qui va répondre à ça. Nous, on a tout fait pour que le jeu, plus vous prenez de risques, plus il vous répond avec des ralentis, avec des effets sonores, on a ces petits flags là sur le côté, ces petits, vous voyez, double, good shot, etc., qui viennent sur l'écran pour vous dire hey, tu es dans la bonne direction, bravo, c'est bien ce que tu fais. Donc le jeu va aussi être plus gratifiant pour le joueur s'il joue dans ce sens-là. Et puis, le dernier point, c'est la sagesse de la Migros. Alors pour ceux qui ne sont pas suisses, la Migros, c'est un supermarché qui dit des points du plaisir. Alors effectivement, le point d'attrait principal à long terme, c'est qu'on gagne des points dans le jeu. Plus on va dans le difficile, mieux on se place, plus on tue d'ennemis. On a même un système de combo, vous avez sûrement vu, il y a des anneaux jaunes autour des ennemis. Suivant comment on les manipule, ils vont valoir de plus en plus de points. Et du coup, ces points, qu'est-ce qu'on en fait? Il a fallu trouver quelque chose qui permet d'utiliser ces points. Donc, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Il y a des tableaux de score qui font que on peut montrer aux autres qu'on est le plus fort. La particularité, en se rendant compte de notre système de difficulté, c'est de dire, par contre, c'est très important que le joueur doit finir le jeu pour avoir le droit d'aller dans le tableau de score. Donc, si on ne finit pas le jeu, on nous affiche notre score pour... La deuxième chose, pour la progression, on en parle juste après, mais par contre, je ne suis pas dans le tableau des scores. Ce qui fait que vraiment, au cœur du jeu, quand on commence à scorer, c'est vraiment cette notion de pari avec soi-même. Jusqu'où je peux tirer pour finir le jeu? Effectivement, le run idéal pour scorer, sachant que les containers, c'est ce qui marque le plus de points, en fait, l'idéal, c'est de pas avoir de vie et de finir le jeu avec 0 vie sans jamais mourir. Mais ça, c'est vraiment un pari avec soi-même. À voir et bien mesurer à quel point on est doué pour pouvoir se mettre le plus haut possible dans le tableau de score. Et puis à côté, là, on est un petit peu plus gentil sur ce qu'on fait du score dans tous les cas. C'est que le score, que vous ayez fini ou pas, on le prend et puis il va débloquer
de nouveaux éléments. Vous allez avoir des nouvelles upgrades, vous allez avoir des nouvelles variantes de swordship, vous allez avoir des météos, des nouveaux mélanges d'ennemis. Enfin, vous allez avoir énormément de contenu qui va élargir le jeu, qui va jamais l'allonger, parce qu'on voulait aussi avoir un jeu assez condensé. On est très proche du shoot 'em up. En fait, on n'a pas une durée de vie. On a une durée de vie de 20 minutes, 30 minutes en ligne droite dès qu'on maîtrise. Mais c'est d'en rejouer et d'en s'améliorer. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de dire, le jeu ne doit pas rester statique, donc on va l'élargir, on va augmenter les différentes choses qui peuvent arriver dans un run au fur et à mesure. Donc, si on revient à notre question de base, à quelle hauteur mettre la barre, dans notre cas, la stratégie, ça a été débrouille-toi, mais là, à la hauteur que tu veux, en espérant que tu puisses la sauter. Donc, je laisse la parole maintenant à Ben. Voilà, bonjour. Je vais faire vite parce que le chrono descend vite. Ok, alors moi la partie c'était plutôt comment s'assurer qu'on voit bien cette barre. On parle plus de lisibilité clairement sur le jeu pour que la difficulté soit bien saisie. Je vais commencer avec cette image, je vais éviter de faire trop long. Voilà, d'un côté c'est une toile de Turner, de l'autre c'est David Hockney. C'est peint c'était fait dans le York, en Angleterre, à quelques années d'écart bien sûr. Moi la vision que j'avais du jeu à la base c'était plus ça. C'était plus quelque chose d'atmosphérique, d'ouvert, avec pas mal de détails, très basé sur la lumière, un truc qui est ce qu'il est. Le jeu ensuite, il est parti un peu plus dans cette direction, quelque chose de plus guidé, de plus séparé. Et je crois que ce que j'aimerais retenir, c'est que j'ai montré cette image avant-hier à ma fille, et je lui ai dit laquelle tu préfères. Puis elle me dit je préfère celle-là, en désignant celle de Hockney. Je lui demande pourquoi. Elle me dit parce qu'on voit mieux. Voilà. Bon, alors, effectivement, pendant 2 ans, mon travail, ça a été de déconstruire un peu quelque chose que j'avais en tête pour en faire quelque chose qui soit très lisible d'un point de vue du gameplay. Le premier élément qu'on a traité, c'était ce qu'on appelle les warnings, c'est ces zones au sol qui annoncent les attaques des ennemis. Donc les zones, en gros, il ne faut pas être. On a testé pas mal de couleurs. Déjà, je voulais un truc sans UI. On a vite vu qu'en fait, il fallait mettre des gros trucs géométriques et tout au sol. C'était déjà pénible pour moi, mais finalement, je m'en suis accommodé. Et puis surtout, il fallait qu'il soit rouge, parce que le rouge, c'est l'interdit, ça cliquait tout de suite. Sauf qu'au début, le swordship, il était rouge. Parce que pour moi, ça incarnait un peu la vitesse. Voilà, je pensais un peu à Ferrari, forcément, des choses qui sont plus dans l'automobile. J'ai opté plutôt pour Lamborghini, du coup, je suis parti sur du jaune. Et puis, ça a bien marché. Donc voilà, on avait le jaune qui était donc le swordship, tous les éléments qui ensuite ont été en faveur du joueur, c'était jaune. Ça fonctionne aussi bien avec ce que disait Sandro tout à l'heure par rapport à l'appel de cette couleur. Et c'est marrant parce que pourtant pour signifier le danger, c'est aussi du jaune sur les panneaux de signalisation, ce genre de choses, de chantier ou autre. Donc c'est drôle. Mais voilà, on avait ce setup de couleurs qui était posé. Ensuite, on a fonctionné sur un espèce de triptyque. On savait déjà qu'on avait 3 environnements. Moi, à partir de là, j'ai pu m'assurer que les choses allaient être lisibles en tout temps, du moins au point de vue général sur la vue du jeu. Ensuite, si on prend un tout petit peu en détail les warnings, je ne sais pas si on voit quelque chose à l'écran là, moi je vois rien du tout. Bref, du coup, on avait d'abord une attaque par palier, d'accord ? Tac, 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 boum, frappe. Ça, on s'est vite rendu compte, enfin surtout moi, que Sandro, en jouant avec les timings d'attaque, un jour le warning pouvait durer 2 secondes, le lendemain il durait 0,2 secondes. Donc autant vous dire que le humain, il ne faisait pas de différence. Donc on a tenté des trucs linéaires, ça ne marchait pas très bien non plus. Ensuite on a fait du linéaire avec des petits clignotements à la fin. On a testé vraiment pas mal de trucs. Et c'est que dernièrement qu'on s'est dit, ok, en fait il faut juste une première annonce, une deuxième, boum. Et puis, à partir de là, ça a commencé à bien cliquer au niveau des warnings. Il y en a un deuxième qui est plus sur l'ennemi. C'est moins important, mais on a fait en sorte que finalement, les ennemis, déjà, si on mettait trop de détails et tout par rapport à la caméra qu'on a, on lisait plus bien les informations. Et puis surtout, on s'est concentré sur avoir aussi une couleur qui annonce plutôt la phase de « ok, je te traque, je te verrouille, je charge, je tire ». Tous n'ont pas le même fonctionnement, mais c'est quelque chose qui est revenu assez souvent. Donc en fin de compte, si on regarde le jeu, il y a une partie qui est comme ça, avec des explosions, des petites particules et tout, c'est joli, c'est sympa, il y a un peu l'effet de vitesse et tout, c'est cool. Mais en réalité, quand le joueur il est vraiment focus dans sa partie, il voit que ça. C'est-à-dire, il y a des zones où je dois être, il y a des zones où je ne dois pas être. Et puis, that's it, c'est tout. Et ça, c'est aussi un truc qui nous a permis de voir que, je me disais, les explosions, on les confinait dans les zones rouges, mais quand on a compris qu'en fait, le joueur faisait abstraction de tous les effets visuels, on a pu augmenter la taille des explosions, puis des fois, tu passes un peu dans le feu, tu passes un peu dans le truc, tu as des petites fumées, puis c'est toujours assez satisfaisant. D'ailleurs, dans le jeu, là, je pense que les caméras, les slow-mo devaient être désactivés, parce qu'il y a vraiment des moments qui sont sympas quand la caméra, elle plonge plus proche du jeu et dans l'action. Les game over, il me reste 30 secondes, ok.
Les game over, on avait pas mal de situations qui n'étaient pas très très claires. Donc là, on s'est dit on va mettre une kill cam. En gros, on stoppe le jeu quand t'es mort et puis tu peux te balader pour voir pourquoi t'es mort. En fait, c'était hyper nul. Ça marchait pas du tout. Parce que de toute façon, t'es mort, t'as pas compris pourquoi. Puis tu dois encore chercher pourquoi t'es mort. Donc c'était vraiment naze. C'est un truc qu'on a enlevé. Petit à petit, finalement, on a essayé de regarder quand les joueurs étaient avaient pas compris, puis de travailler tous les éléments indépendamment les uns des autres. Et c'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment, ça fonctionne. Voilà, c'est. Bon, je vais skipper ce slide, mais là aussi on parlait rapidement de simplifier des choses. Là il a resté que le fond bleu, et puis ce que je voulais c'était le côté un peu jeton de poker empilé. Est-ce que je parie sur de la sécurité ou est-ce que je parie sur plutôt du risque? Donc voilà, pour revenir un peu sur le tableau, les deux images que vous avez vues avant. La proposition initiale du jeu, c'était quelque chose qui était comme ça, Sword Chip Rouge. Il y avait déjà les containers, mais elles n'étaient pas chargées dans le vaisseau. Il y avait déjà un univers, en tout cas, que j'ai en tout cas tenté de faire rester, mais en prenant en compte cette gestion de la difficulté, la lisibilité de la difficulté. Et puis mon exercice d'équilibriste un peu à ce niveau-là, ça a été de garder la proposition initiale, mais qu'elle fit dans une vibe qui est plus arcade, qui est plus proche de ce qu'on cherche, et pour que la difficulté soit finalement bien comprise. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et désolé si j'ai été un petit peu rapide sur les explications. Voilà. Bonjour. Donc moi c'est Jordan Layani, je suis directeur créatif sur Sifu. Je suis également cofondateur de Slowclap. Et avec moi, Théo Caselli, qui est combat designer sur Sifu. Voilà. Et qui s'occupe également de brancher le PC, toutes ces choses-là. J'ai pas d'autre idée pour combler. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'abord, je vais jouer, moi de mon côté. Je vais vous montrer le premier niveau du jeu. Alors, c'est pas l'introduction. Il y a une introduction dans le jeu. Ça va pas être ça. On va être plutôt vraiment dans le premier niveau, enfin ce qui est vraiment le jeu. On va essayer de tenir donc 10 minutes et ensuite il y aura une petite présentation donc axée sur la difficulté, donc concernant Sifu. Et après, on pourra passer à la suite, au panel. Je crois que c'est bientôt prêt. Merci beaucoup. Je t'en prie.他们封锁了仓库的入口，要找到另一条路进去。滚开！这里没有你要的东西。你。来错地。嘿，你是怎么进来的？我能做的，只要搏一把。
门撞开！哼，看看这个该死的小丑，需要帮忙吗？离这些人远点。哦，我们在这遇到了一个真……该死，他有家伙！把那个放下！嘿！哦，该死！嘿，你！我操！我来吧。放下武器。没把你吓尿了吧？仓库越来越近了。你站住！不是吧？真遗憾，我得把你扔回去。
想去夜店迟到。我计划今晚赢把大的。他妈谁呀？死定了！费了我好大劲，我肯定你的钥匙会让事情变得容易许多。你他妈想都别想，混蛋！这段旅程即将终止，就在此时此地。妈的，快拦住他！我操！On peut s'arrêter là, ouais. Merci. Désolé pour le temps d'attente. Ok, du coup, donc présentation sur, axée sur la difficulté de notre jeu. Cette présentation est splittée également en deux parties. Donc, tout d'abord, j'ai parlé des intentions initiales, en gros de la direction créative du projet et comment cette direction a impacté la difficulté du jeu. Je vais également parler des sources de difficulté, donc concrètement, qu'est-ce qui fait que le jeu, qu'on le considère difficile. Et ensuite, sur la deuxième partie, Théo va pouvoir parler des éléments qu'on a mis en place pour que le joueur puisse surmonter cette difficulté et également les sources de motivation que le joueur peut avoir et qui vont faire qu'il ne va pas abandonner le jeu en cours de route, enfin on l'espère. Donc tout d'abord les intentions, donc la direction créative. En gros avec Sifu, on voulait retranscrire un kung-fu authentique dans des situations qui paraissent crédibles. Donc déjà avec ces deux éléments, ça donne un peu une direction de jeu qui va être assez difficile pour le joueur. D'une part, on a les arts martiaux, donc le kung-fu, là pour le coup, arts martiaux chinois, qui demandent en fait beaucoup de persévérance aux personnes, beaucoup d'années de pratique pour les maîtriser, pour obtenir la maîtrise. Donc, pour la petite histoire, donc kung-fu, ça vient de gong fu, qui veut dire vraiment la maîtrise par la pratique. Et donc ce concept-là, on le voulait dès le départ en fait dans le jeu. On voulait que qu'il y ait ce parallèle, que le joueur en fait soit obligé forcément de pratiquer pas mal le jeu pour le maîtriser. Donc il y avait cette intention-là, également celle d'affrontement crédible, de situation crédible. Donc là, on illustre ça avec des images d'un film qui s'appelle The Raid, qui pour nous en fait arrive bien à retranscrire cette sensation où en fait le combat c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de très marrant. Il faut qu'on ressente le fait que c'est éprouvant,
C'est effectivement brutal et c'est difficile et la moindre erreur peut être fatale. Donc de ces deux intentions-là, naît en fait aboutit pas mal de difficultés c'est une source de beaucoup de difficultés sur Sifu, quoi. Pour en parler plus en détail, donc la crédibilité du combat que j'évoquais, qu'on a essayé de faire en sorte que le combat paraisse crédible, non seulement sur les mouvements que peut faire le personnage, bien sûr il n'a pas de boule de feu, ce genre de choses-là, mais également sur les personnages adverses. C'est-à-dire qu'on se retrouve pas mal dans des combats de groupe et on essaye d'éviter que les gens attendent leur tour. Donc là, on peut le voir quand même pas mal sur ces gifs. Je ne sais pas si ça s'est bien vu quand je jouais, mais voilà, cette recherche de crédibilité fait que du coup, le joueur va se retrouver avec pas mal de dangers qui arrivent en même temps autour de lui et qui vont lui demander non seulement d'être bien attentif à ce qui se passe à l'écran, sachant que on essaye d'être le moins intrusif possible dans notre jeu, on essaye d'avoir un côté un peu cinématographique, donc on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments de UI, etc. Donc il va falloir qu'il soit attentif à ça, et également on va lui demander quand même de bien se positionner par rapport aux ennemis, de faire attention clairement à ce qui l'entoure. Pour aller un peu plus dans le détail sur les ennemis, en fait, en plus du fait qu'il peut y avoir un grand nombre d'ennemis autour du joueur et qu'ils attaquent en même temps, on a aussi de nombreux types d'ennemis, tous avec en fait leurs particularités, leur comportement, leurs combos, leurs attaques, que le joueur donc va être obligé d'apprendre. Dans le sens où je parlais qu'on ne mettait pas tant de signes et feedback que ça dans le jeu, forcément il va falloir qu'il apprenne les animations, qu'il apprenne vraiment les timings de toutes ces attaques. Tout. Donc ça va être pour le coup une grande source de difficulté pour le joueur. Et en plus de cet apprentissage de chaque type d'ennemi, il y a en plus l'apprentissage des situations dans le jeu. Donc on a 5 niveaux avec plus de 50 situations, et tout avec leur subtilité, que ce soit dans le décor, dans la composition de la situation, donc quel type d'ennemi et avec quel autre. Et donc chaque situation va proposer des combinaisons différentes dans des environnements uniques. Donc pour maîtriser vraiment le jeu, le joueur va être obligé de se familiariser à ces situations, d'arriver à trouver les exploits en quelque sorte de celles-ci. Il faut vraiment concrètement qu'il apprenne le jeu, qu'il apprenne ce qu'on lui propose en termes de difficulté, en termes de challenge, quoi. Et le dernier point qu'on a noté, en tout cas pour cette présentation, c'est le toolkit du joueur, du personnage principal. En fait, dans notre jeu, on demande au joueur d'utiliser son kit complet, vraiment toutes les attaques qu'on lui propose, mais surtout toutes les défenses. On a plusieurs types de défenses contre les attaques ennemies. Donc, que ce soit de dévier une attaque, la parer ou essayer de l'éviter. Il y a beaucoup de subtilités, beaucoup d'options qui sont proposées aux joueurs dans notre système de combat, et on s'attend à ce qu'ils les utilisent, à ce qu'ils les apprennent, à ce qu'ils les maîtrisent. Et c'est peut-être là l'équivalent, déjà au niveau de la direction créative, l'équivalent vraiment de la maîtrise par la pratique, donc le fait d'apprendre un art martial. Il y a un peu de ça là-dedans. On a essayé vraiment d'avoir quelque chose d'assez profond pour le joueur, pour qu'il ait toujours des petites subtilités à apprendre, à découvrir sur les combos et sur les toolkits du personnage principal. Et je vais laisser la main à Théo.
Et en fait, là, du coup, on arrive à un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons des combats de groupe. Vas-y, je t'en prie. Nous avons des combats de groupe qui sont particulièrement brutaux. Nous avons de nombreux ennemis qui viennent tous avec leurs différentes complexités. On a beaucoup de situations dans le jeu. Et enfin, il y a beaucoup d'options pour le personnage. Donc, en gros, apprendre... Enfin, en fait, on a un jeu dur, concrètement. Juste avec ces éléments-ci, à partir de ces éléments-ci, on a un jeu dur. Cependant, on voulait quand même que ce soit un jeu qui, forcément, soit surmontable. Et donc, en fait, ça nous amène sur notre deuxième partie, qui est quels sont les outils que nous avons mis en place pour que le joueur puisse surmonter la difficulté. Et donc, le premier, en fait, comme vous l'avez vu dans les différentes gifs ou même présenté un peu plus tôt, en fait, perdre dans Sifu, ça arrive très vite. Une erreur et juste le perso est complètement balayé. Donc, en fait, pour nous, c'était impensable le fait que si jamais le joueur meurt, ils doivent recommencer l'entièreté du niveau. Donc en fait, on pensait immédiatement à lui proposer de ressusciter et de retenter immédiatement la situation qu'il vient d'échouer, pour apprendre, mais aussi pour expérimenter. Le problème qu'on a eu avec ça, c'est que forcément, on ne peut pas lui permettre d'essayer à l'infini. Et donc nous avons introduit la notion d'âge. Et l'idée, c'est que le joueur va vieillir à chaque mort, et s'il passe un certain palier d'âge, c'est le game over, et là, il est obligé de retenter le niveau. Donc en gros, l'objectif du joueur va être de finir les différentes situations le plus jeune possible, pour pouvoir avancer avec un maximum de try possible pour la suite du jeu. La deuxième chose que nous avons mis en place, c'est que pour nous, c'était extrêmement important que l'action ne soit jamais injuste pour le joueur. Et donc en fait, ça passe principalement par le fait de retirer tous les éléments d'aléatoire au sein du jeu. Donc en fait, travailler les enchaînements des ennemis et les comportements des ennemis pour que ça soit déterminé et qu'en fait le joueur puisse réellement apprendre à force de répétition. Et donc ça place forcément la connaissance et le fait d'apprendre au cœur de l'expérience du jeu. Et enfin, le dernier élément que nous avons mis en place, qui est un élément assez peu connu, parce qu'on n'a pas forcément communiqué autour ou autre, mais c'est que nous avons un système de domination. L'idée, c'est que selon la performance du joueur, selon s'il ramasse des coups, selon la vitesse à laquelle il arrive à abattre ses différents ennemis, nous avons une jauge cachée pour le joueur qui évolue. Plus cette jauge est basse, plus on va permettre au joueur de s'exprimer. Donc en fait, dans cette vidéo, par exemple, dans ce GIF, on voit le joueur qui prend plusieurs coups, et donc en fait, les ennemis viennent l'interrompre peut-être qu'une fois. Alors que dans le cas d'un joueur beaucoup plus advanced, en fait, là, les ennemis ne vont pas arrêter d'essayer de l'interrompre tout le temps et être beaucoup plus agressifs. Donc en fait, ça sert deux utilités. D'une, c'est aider les joueurs qui ont un peu de mal avec le jeu, et de l'autre, c'est vraiment essayer de maintenir un joueur fort dans le flow, c'est-à-dire dans cet équilibre entre quelque chose qui est trop dur pour avancer et qui du coup il abandonne, et quelque chose qui en même temps n'est pas trop facile pour pas qu'il s'ennuie. Donc en gros, trouver le juste équilibre entre ces éléments-ci. Et c'était vraiment la réflexion qu'on avait derrière la domination. Et donc en fait, là, je viens de vous parler de quelques éléments que nous avons mis en place donc, pour aider le joueur. Mais en fait, la plupart de ces éléments se basent sur le fait de répéter, la répétition, le fait de retenter. Et ça, forcément, c'est sensible à la motivation du joueur. Et donc en fait, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments pour maintenir le joueur motivé dans le jeu. Et en fait, le premier, il est un peu évident et c'est à l'appréciation du joueur, forcément, mais c'est que nous avons essayé de faire en sorte que le combat soit plaisant à maîtriser. Et en fait, ça passe par deux éléments principaux. Tout d'abord, le fait qu'on ait un personnage qui soit réactif, c'est-à-dire que si le joueur a une idée, il peut l'accomplir s'il est capable de l'exécuter. Et le deuxième point, c'est un travail plus sur la chorégraphie en soi, mais c'est que dès que le joueur, enfin si jamais le joueur est en maîtrise du combat, connaît la situation, maîtrise ses outils, en fait on obtient des chorégraphies qui sont plaisantes à regarder et fluides. Et donc en fait, le peu de fois où le joueur arrive à obtenir ces affrontements super fluides, super sympas, en fait c'est un peu le bonbon pour lui dire que regarde ce que tu peux faire, et regarde ce que tu peux faire avec le système de jeu surtout. L'autre élément que nous avons mis en place donc, pour maintenir le joueur motivé, c'est des retours concrets sur sa progression au sein du jeu. Donc en fait, ça va passer par forcément des repères de performance. Donc les deux principaux vont être le scoring, mais surtout l'âge. Donc comme j'expliquais un peu plus tôt, à chaque fois que le joueur va mourir, il va vieillir. Mais du coup, en fait, ça veut dire que plus il arrive à progresser loin dans le jeu en étant jeune, plus ça veut dire qu'il est en maîtrise du combat. Donc en fait, le joueur se voit concrètement progresser, juste en identifiant son âge. Et les autres éléments qui nous tenaient particulièrement à cœur, c'était l'idée de marquer des étapes en fait, dans la progression du joueur. Nous n'avons que 5 niveaux, 5 niveaux et 5 boss. Et l'idée, c'était de récompenser
le joueur lorsqu'il arrive à passer des moments importants, donc en l'occurrence les boss ou à finir un niveau. Et en fait, pour ça, on le récompense avec des objets qui vont lui permettre de débloquer des raccourcis, qui vont lui permettre d'évoluer plus facilement dans les niveaux. Et en fait, on arrive tout ça sur des systèmes annexes, qui sont des systèmes en fait un peu hybrides, dans le sens où à la fois ça aide la progression du joueur, et en même temps ça le maintient motivé. Et donc en fait, ça, on avait deux principes que nous avons mis en place donc, dans Sifu. Tout d'abord, l'idée de cercle vertueux. L'idée, c'est que plus le joueur est efficace, plus il performe, mieux il va performer. Et ça passe principalement par les temples, que vous avez pu voir pendant la démonstration de Jordan. En fait, l'idée, c'est que en interagissant avec un temple, le joueur va pouvoir, selon sa performance, débloquer des bonus. Donc l'idée, c'est que s'il a super bien performé, on va lui offrir des bonus importants, ou du moins il aura du choix. L'autre idée, c'est de récompenser l'investissement. En fait, un joueur, qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas, ça importait pour nous que quelqu'un qui investit du temps dans le jeu ait quand même une forme de récompense. Et en fait, ça passe principalement par les compétences. Et l'idée, c'est que le joueur va pouvoir débloquer des compétences qui vont venir étoffer les capacités de son personnage de manière permanente en jouant. En fait, plus il va jouer, plus il va pouvoir débloquer des compétences de manière permanente. Et en fait, ça nous amène un peu à notre conclusion, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place beaucoup d'éléments pour gérer notre difficulté. Mais malgré ça, encore une fois, on a un jeu dur, et même dans les playtests, dans les retours des joueurs, en fait, on savait depuis le début qu'on avait un jeu dur. Et c'était même après la sortie, en fait, c'est pas quelque chose, on n'avait pas la formule parfaite. Et en fait, on a continué à itérer même après la sortie sur des mises à jour relativement subtiles. Les premières concernant du coup de l'équilibrage. L'idée, c'est de se focaliser un petit peu sur des éléments extrêmement précis du jeu pour essayer de se dire ok, comment est-ce qu'on peut rendre la chose plus plaisante pour le joueur, plus simple à passer en fait juste. Et de l'autre, c'est passé avec des mises à jour des mises à jour pour le jeu, et principalement les mises à jour de difficulté. L'idée étant de donner quand même un outil d'entrée pour les joueurs qui auraient quand même beaucoup de mal ou juste des problèmes moteurs en fait. Et de l'autre, proposer aux joueurs qui eux sont complètement en maîtrise du jeu et désirent quelque chose d'encore plus haut, une alternative. Voilà, je pense que nous avons fait le tour et nous sommes pile poil dans les temps. Merci de votre attention. Merci infiniment pour votre présence, Digital Kingdom et puis Slow Clap, à tous les deux. Merci pour ces belles présentations. Je pense qu'on a pu bien voir et sentir les points de connexion des approches de design et autres qu'on peut retrouver entre vous. Peut-être pour situer, pour donner un petit cadre avant de revenir un petit peu sur le sujet, j'aimerais juste vous entendre sur peut-être au niveau de la production, la taille des équipes avec lesquelles vous travaillez pour qu'on puisse quand même se faire une idée. Peut-être vous, Digital Kingdom, Swordship, vous étiez combien, disons, dans le moment de la production à travailler sur le jeu? Ouais. Alors, ça varie un petit peu ces temps-ci, puisqu'on sort dans 2 mois et demi, 3 mois. Donc, on a quand même encore pas mal de choses à fixer. Mais c'est 2 personnes à la programmation, Sandro au game design. Moi, je me suis occupé d'une bonne partie de tout ce qui est animation et visuel avec Elio, qui est ici aussi. Et puis là, en ce moment, on a encore un 3e développeur, Luc, qui file aussi un petit coup de main. Parce qu'on a Donc, on est environ entre 5 et 10 personnes. Et puis, il y a encore une personne qui fait le sound design et la musique. Donc, voilà, c'est plutôt, on va dire, la core team, c'est 5 personnes et 7 en ce moment, quoi. Et peut-être ce qui change aussi, c'est que, en l'occurrence, on est plutôt à 2 jours par semaine de travail. C'est un peu plus ou moins le rythme qu'on a depuis 2 ans, quoi. Plutôt bas. Ouais. Puis Slow Clap, si j'ose demander. Alors, du coup, ça varie également, forcément, en fonction de là où on est dans la prod. On est monté jusqu'à 70, 80 à certains moments. Voilà. Après, quand on a commencé, en fait, en fin d'Absolver, début de Sifu, on était une trentaine. Ouais. Voilà. Absolver, qui est donc le titre que vous avez produit avant, qui est aussi en filiation un petit peu avec cette approche. On pourrait éventuellement en discuter. Moi, j'ai une question peut-être
spécifique. Enfin, on en a déjà parlé dans les panels précédents, mais c'est très important, en particulier pour vos 2 jeux. C'est vraiment la question peut-être encore plus en détail du playtesting, la question vraiment des retours utilisateurs qui est assez clé et qui me semble... on a eu des réponses pour effectivement des jeux un petit peu plus narratifs qui étaient on teste surtout à l'interne, entre nous, on regarde si ça nous plaît, puis après de temps en temps on fait des Q&A un petit peu plus lents. Là, dans le processus de test et de retour, est-ce que vous avez vraiment mis en place des plannings complexes et stricts de rendu ou de playtesting, ou alors pas du tout? Pas vraiment. Enfin, au début, ouais, c'est vrai que c'est une intention d'en avoir. On se dit, OK, il faudrait faire des playtests là, à telle date, etc. Et on a toujours l'impression qu'on n'est jamais prêt pour faire des playtests. Donc moi, je freine un peu des cas de fer à chaque fois, parce que je me dis, non, mais en fait, déjà, si moi, je vois des problèmes, je vois des trucs qui ne vont pas, ça me stresse de l'envoyer vers d'autres personnes. Je sais ce qui va se passer, mais en vrai, c'est un mauvais... il faut se forcer, quoi. Il faut se forcer, j'imagine, à faire ça, à faire les playtests. On en a fait quand même. Mais voilà, on s'est... Nous, ça a été plutôt de se dire, on essaye déjà d'avoir un truc où on est content nous-mêmes de ce qu'on a, et après, on envoie un playtest, quoi. Ouais, en fait, les quelques playtests qu'on a eus étaient extrêmement focalisés sur des éléments super précis du jeu, et pas globalement quelqu'un qui joue overall à la build. Mais effectivement, je pense que c'était peut-être... on aurait dû être un peu plus rigoureux sur les playtests, puisque en fait, on l'évoquait un peu dans la présentation, mais suite à la sortie du jeu, en fait, on a continué à itérer dessus. Bien sûr, ouais. Et il y a certains certains problèmes du jeu qu'on a découvert en fait, en regardant les joueurs jouer, et qu'on aurait potentiellement pu anticiper si on avait eu des playtests. C'est aussi ça, le self-improvement, mais cette fois des... En plus, le souci sur ça, quand même, c'est une fois que le jeu est sorti, et surtout sur la difficulté, et où on s'aperçoit que, en fait, y a un endroit où, en gros, c'est d'un coup, on te dit, soit tu passes ça, soit en fait, tu restes à l'écart. Il y a un gros pic de difficulté. Donc, en soi, en design, on se dit, on a envie d'adoucir le truc, mais on se retrouve avec un cas où, en fait, les joueurs, ils ont déjà eu le jeu. Il y en a qui l'ont passé. Pour eux, c'est ça le jeu, en fait. Et ils sont un peu réac sur le truc. Ils sont un peu en mode non, en fait, il faut ce truc-là, n'y touchez plus. Et donc c'est vrai que c'est un peu problématique quand même de faire en... Puis ça, c'est quoi? C'est le nombre d'ennemis dans certaines séquences ou les enchaînements auxquels ils ont accès, ces modifications-là? Ouais, ça peut être vraiment... c'est très varié, mais... ça peut être... Quel type d'ennemi et quelle composition de situation et à quel moment surtout, en fait. Ça c'est peut-être arrivé un peu tôt, quoi. Puis pour bien comprendre ce que tu disais avant, donc vous transmettiez vraiment des séquences précises plutôt que d'avoir une idée de tout le déroulement. Oui, tout à fait. Mais pour rebondir un peu sur ce que disait Jordan, effectivement, c'est des éléments extrêmement micro qu'on a tweakés suite à la sortie. C'est rien d'extrêmement important. Enfin, on cherche quand même à conserver le cœur du jeu. Et je pense qu'une anecdote qui est intéressante, c'est que par exemple, la communauté speedrun du jeu, ils jouent à la version 1.0 avec nos bugs qui sont passés et avec les problèmes d'équilibrage qui sont malheureusement passés aussi. Et du coup, c'est toujours un peu frustrant de voir leur run. Mais voilà. Peut-être qu'un jour, il y aura... ça changera. Et puis alors, Swordship, pour le coup pour nous, j'ai l'impression qu'il y a eu... Alors, il y a eu une direction un peu... c'est la première fois qu'on a un jeu aussi gros, donc moi, moi, c'est le plus grand jeu... pour tout le monde, le plus gros jeu sur lequel on a travaillé. Et puis, moi, j'ai voulu beaucoup de choses. Et je pense que j'ai été un peu overkill, en fait. Je pense qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de... On peut choper les données des joueurs qui jouent. Donc, moi, je peux voir vraiment plein de data. Voilà, c'est ça quand tu dis je voulais beaucoup de choses, c'est beaucoup de données. C'est ça, je voulais beaucoup de données.
Et j'ai beaucoup embêté les devs pour ça. Et avec le recul, je me tape un peu sur les doigts parce que je pense que je me rendais pas compte à quel point c'était peut-être pas forcément. En fait, surtout mon feeling à moi, je me rends compte, c'est que ce que je préfère, c'est les festivals. En fait, j'adore poser le jeu dans un endroit. Personne ne sait que je suis là. On est habillé normalement. Je me mêle au milieu des joueurs et je les regarde jouer. Non, mais vraiment, sans t-shirt, sans rien du tout. Et c'est le meilleur moment parce qu'en fait, ils sont entre eux. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas du tout les gens qui ont fait le jeu autour. Et là, il y a quelque chose, je vois leur visage, je vois leur réaction, je vois ce qu'ils se disent, je vois ce qu'ils trouvent nul, ce qu'ils trouvent bien. Enfin, il y a une confrontation au résultat du jeu qui est complètement brute, qui des fois fait un peu mal. Ok, mais au moins, il y a quelque chose que je trouve très... Enfin, vraiment, c'est là que pour moi, en tout cas, je construis le plus dans le feedback. C'est vraiment... Et puis, mine de rien, quand même, effectivement, les datas, c'est un peu cool. Quand même, typique, les upgrades, les variantes, savoir qu'est-ce que les joueurs utilisent le plus, les ennemis contre lesquels ils meurent le plus, quelles situations sont les plus. C'est toujours intéressant, mais ça vient quand même loin en secondaire, pour moi, en tout cas. C'est quelque chose que toi, tu regardes aussi un petit peu, Ben, la lisibilité, tout ton travail de lisibilité, la compréhension Est-ce que les gens n'ont pas vu? Je t'entendais, tu étais assis à côté de moi avant, et puis tu pestais sur certaines choses qui n'apparaissaient pas ou certains effets qui se déclenchaient pas. Bon, il y a forcément des choses que moi je vais peut-être voir et puis je vais y accorder beaucoup d'importance. Puis en fait, les joueurs, s'ils ne l'ont pas, ils y font pas gaffe. Et puis ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais c'est aussi un moyen de te dire, ok, bon, c'était peut-être pas essentiel. Et puis voilà. Puis c'est vrai que par rapport à la taille qu'on est aussi de l'équipe et tout, le ton qu'on a pour accorder sur le jeu, il faut quand même savamment le sélectionner. Et puis il n'y a pas de place pour le superflu. Donc voilà. Après, par rapport à tout ce qui se dit, c'est vrai que ce qui est aussi intéressant, comme disait Sandro avant, on était sur un festival au Stunfest à Rennes là, dernièrement. Et puis il y avait aussi les typologies de joueurs, quoi. Ouais. Et c'est vrai que nous, on a fait quelques salons en Suisse ou dans différents événements où c'est plutôt un public lambda, un peu casu. Et des fois, familial, voilà, ouais, tu te poses un peu tu te poses un peu des questions. Tu te dis, mais attends, ils ont pas compris, etc. Et tu mets ça dans les mains d'un autre public et ça coule tout seul. Ouais. Et voilà, c'est aussi un peu la balance, c'est de savoir. Vous avez vraiment réalisé que vous aviez un public cible. Ouais, plutôt très niche et plutôt avec des joueurs bien férus, bien proches de ce genre-là. Et puis voilà, c'est aussi un peu la balance où à un moment donné, Sandro, il simplifie le jeu. Puis de dire, ok, mais où est-ce que je m'arrête avec la difficulté, où est-ce que je descends, et puis après, voilà, ça rebondit un peu sur les questions de où est-ce que je place la barre, quoi. Ouais. Mais j'avais envie de rebondir pour vous demander quelque chose à vous, parce que c'est vrai qu'en parlant des festivals, quand on est ensemble, c'est vrai que nous, dans notre équipe, je me rends compte, vous voyez, parce que tu posais la question à Ben, c'est aussi l'occasion que toute l'équipe voit le jeu tourner. Parce que souvent les autres jouent beaucoup moins que moi et je me demandais si chez vous dans des choses plus grosses comme ça, comment est-ce que ça se passe? Parce que moi vraiment j'ai l'impression qu'il y a plein de moments où tout le monde est un peu la tête dans le guidon. Moi je joue tout le temps et puis quand on arrive à un festival, toute l'équipe voit le jeu. Oh mais attends, ce truc là, il y a vraiment quelque chose il y a une prise de contact avec le jeu qui est aussi hyper intéressante pour toute l'équipe, quoi. Ouais, on a les mêmes soucis en vrai, clairement. On a une partie de l'équipe qui joue au jeu, une autre partie qui forcément s'intéresse juste à son taf et voit pas forcément la big picture, quoi, la vue d'ensemble. C'était un truc, par exemple, qu'on avait beaucoup moins sur Absolver. Le fait de faire un jeu où c'est joueur contre joueur, où d'un coup, tu peux faire des playtests internes où en fait les gens s'affrontent, il y a un truc très ludique, instantané. Et on avait en fait ce process sur Absolver où le vendredi, certains vendredis, c'était en gros, maintenant tout le monde joue à la build, quoi. Sur Sifu, ça arrivait vraiment tard, le côté où on se dit, même maintenant en fait tout le monde fait un playtest sur le jeu. C'était, on était plus chacun de notre côté, la tête dans le guidon et à se dire merde, en fait j'ai ce Jira, j'ai ce bug, il faut que je fixe ce truc. Bref, voilà. Oui, c'est vrai que en tout cas s'il y a un point de contact pour avoir joué justement à vos deux jeux, il me semble entre les deux, c'est vraiment qu'il y a... Alors à la fois c'est un grand bonheur de pouvoir vous voir jouer merveilleusement bien à vos jeux, mais en même temps ça crée aussi ce petit paradoxe, puisque en fait on a l'impression que Sifu c'est facile en te regardant jouer. C'est facile.
Et en fait, il y a vraiment quelque chose que moi je dirais presque de l'ordre du musculaire, en fait. Tout à coup, le cerveau commence un petit peu à tourner en fait en bruit de fond. On réalise que certains des éléments ont été mis un peu dans l'inconscient ou dans les réflexes, et tout à coup, on commence en fait à réagir à des éléments. C'est pour ça que pour moi, il y a presque quelque chose de l'ordre effectivement du sport ou de la performance en fait, où on dans l'idée du dépassement de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à transmettre par la parole. Même là, en montrant les jeux qui tournent, tant qu'on ne tient pas vraiment l'objet en main, il y a quelque chose d'un petit peu justement difficile à ce niveau-là à transmettre. Donc moi, ma question, ce serait à quel moment, une fois que vous travaillez votre prototype de jeu, cette dimension-là, elle a cliqué? Est-ce que vous avez identifié vraiment un moment où tout à coup, alors pour le cas vous avez eu Absolver avant, et donc c'est déjà certaines logiques qui étaient déjà un peu mises en place dans le combat et l'affrontement, mais est-ce que vous avez vraiment identifié un moment dans l'équipe ou pour vous, en fait, où vraiment... Ok, là c'est bon, ça marche, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et ça a vraiment vrillé? Ou alors au contraire, vous me dites pas du tout, c'est un processus en continu, et il n'y a pas de moment de réca, ça n'existe pas dans le game design. Allez-y. Donc, pour être sûr d'avoir compris, c'est le moment où on a eu l'impression que ça cliquait. Que vous teniez un système qui marchait, quoi. Qui marchait. Ouais, je pense que nous, il y a quand même. Enfin, moi, j'ai eu une sensation quand même d'un moment où ça clique, quoi. Il y a eu un moment où tout d'un coup, quand Ben a eu cette fantastique idée de tourner la caméra dans le mauvais sens. Peut-être même en fait, je voulais poser la question. Peut-être même le moment où vous vous faites vous-même emporter par votre propre jeu. Sans le réaliser, en fait, ce moment où justement ça devient vous démarrez la partie, mais en fait sans trop c'est exactement l'intérioriser. C'est exactement ça. C'est vraiment nous ça nous, on pousse. Il y a un moment on a l'impression effectivement de pousser, c'est-à-dire on a envie que ça marche, mais ça marche pas. Et puis je me souviendrai toujours de ce retour de Gamescom. C'était quoi, il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans? Où c'était vraiment, on était avec la version, je pense que vous avez vu quelques images qui étaient sur smartphone, un truc un peu vu du dessus, qui était vraiment, ça ne marchait pas. C'est vrai, on a des images qui passent, on a des premiers prototypes de sortie. Et où Ben était très fâché en rentrant, et il m'a dit, j'ai essayé ce truc, regarde. Et je tourne la caméra, regarde. Et là, tout d'un coup, c'était vraiment boum, ça a vraiment pris forme. Vraiment, ça a été tout à coup, c'était devenu clair parce que on était sans arrêt en permanence en train de se dire, c'est bizarre ce jeu, parce que en fait, il y avait toujours ces obstacles qui venaient avec la caméra dans l'autre sens. On était toujours en train de se concentrer sur ce qui venait, parce qu'on a l'habitude d'un jeu de course, en fait, d'un truc où il y a des choses qui viennent devant, et puis de tourner la caméra, de dire, ok, arrête de regarder devant, regarde ce qui se passe là, en fait. Et tout à coup, tout s'est mis à cliquer, en fait. Tout s'est mis à cliquer parce qu'en fait, on mettait l'attention au bon endroit. Peut-être juste pour compléter ce que tu dis, il y a effectivement le moment où on a renversé la caméra. Enfin, on est passé par tellement de stades de prototypes et on était à 2 doigts de jeter le projet qu'à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on s'est dit, ah tiens, il y a un truc à explorer. Et puis moi, je savais que Sandro allait réussir à faire un truc cool avec ça, mais c'était encore pas. Enfin voilà, c'était bien. Et moi, je me souviens d'un moment assez précis. On avait fait une espèce de pseudo alpha d'abord où ça avançait très lentement. On aurait canoë le truc et tout. Mais il y avait déjà la caméra inversée et tout. Et puis ensuite, pendant longtemps, j'étais dans un peu des assets, dans d'autres considérations. Et moi, je pense de l'équipe, je suis celui qui a un peu pas le moins joué au jeu, mais presque. Ou alors, je joue en mode invincible parce que je suis tout le temps en train de regarder des trucs sans arrêt et que je meurs tout le temps. Et je me souviens que j'avais laissé le jeu de côté pendant un moment. Et une fois, je l'ai repris un soir, tranquille chez moi, pas au bureau, mais vraiment dans un contexte plus chill où je peux profiter un peu de jouer. J'ai aussi très peu de temps de jeu à disposition. Et finalement, j'ai restarté 2-3 runs et je me suis dit, ah putain, ouais, c'est sympa, c'est cool. Et là, je sais plus à quel moment c'était du projet. Et puis là, moi, j'ai senti la différence, mais c'est venu assez tard aussi, quoi. D'accord. Ouais. Et alors, oui, pour nous, j'ai une mauvaise mémoire, mais je pense que ça a été assez progressif dans le cas de Sifu. En gros, donc on a forcément un niveau de test où en fait c'est que des blocs gris et on a les ingrédients qu'on a dans le jeu, quoi. Donc au début, quelques ennemis, des bouteilles, des trucs qu'on peut leur balancer dans les jambes, une table. Et
Et donc oui, au début, c'était quand même sympa le gameplay, mais je pense que là où ça commençait vraiment on se disait en fait, même si ça fait 2-3 ans qu'on bosse dessus, moi je continue à jouer et je prends du plaisir, c'est quand on commence à pouvoir faire énormément d'actions différentes dans le combat, genre pousser un ennemi sur un autre, s'il y en a un qui est par terre, en fait il prend les pieds dedans, il tombe, jeter une bouteille pendant ce temps sur quelqu'un d'autre qui était en train d'avancer, passer par-dessus la table, tout ça. Je pense que c'est vraiment les moments où en gros il y a toutes les mécaniques qui arrivent, qui sont là, et ça fonctionne. Donc du coup on est content. Ouais. Après, en fait, dans le cas de Sifu, on a eu un processus quand même. Enfin, je pense que globalement, c'était quelque chose d'assez progressif, comme tu décrivais, puisque pour Sifu, en fait, on a eu un processus où, dans un premier temps, en fait, ça fait écho à un peu une autre présentation qu'on a fait au Game Camp. Mais en fait, on a travaillé d'abord la fantaisie, faire en sorte d'avoir vraiment cette fantaisie de kung fu, de combat viscéral, d'un combat pas anodin, et bien sûr de la pratique du Pak-Mei. Et ensuite, il y a eu des réflexions un peu plus GD sur des petits éléments micro. Comment est-ce qu'on améliore ça? Comment est-ce qu'on rend ça un peu plus pertinent pour X ou Y raison? Ou un peu plus fluide ou whatever. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, la fantaisie, on l'avait solidifiée. Mais en termes de gameplay, en fait, c'est venu après, une fois qu'on a eu tout ça. On a fait tous ces petits changements au fur et à mesure. Et en fait, ça donnait ce que disait Jordan, où à la fin, on arrive en fait à un truc où, lorsque nos différentes mécaniques sur lesquelles on a itéré, qu'on a tweaké avec des problématiques en tête et tout ça, en fait, au final, on est arrivé à un truc où, au fur et à mesure, lorsque toutes les mécaniques sont imbriquées ensemble, ça clique. Et puis, alors, donc, dans cette continuité, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez clé dans ce type de jeu, mais qu'on a finalement peut-être assez peu abordé. Alors peut-être ça n'a pas tant que ça d'importance dans vos jeux, mais c'est l'écran de Game Over, le moment clé de l'échec, le moment clé où potentiellement la frustration doit être la plus intense, ou alors peut-être c'est même pendant qu'on joue, enfin, bref, dans ce qu'on peut imaginer, hein, c'est le boom, game over, la séquence est terminée, on a des écrans célèbres, le Vous êtes mort, des Dark Souls et autres. On sent qu'il y a tout un enjeu en fait, dans des jeux où la performance est centrale, à bien designer, à bien travailler en fait, le moment de l'échec. Et c'est assez fascinant de voir, évidemment, c'est pas du tout la même chose la fin par exemple d'un Dark Souls ou la fin d'un Super Meat Boy. Quand on meurt dans Super Meat Boy, on a à peine le temps de réaliser qu'on est mort, on est déjà de retour dans la prochaine séquence. Il y a quelque chose d'assez clé là-dedans. Puis, donc pour le coup, moi j'aimerais bien vous entendre sur ce moment-là, si vraiment vous y avez prêté une attention particulière, ce qui je pense est le cas, j'espère, mais vraiment ce moment clé où en réalité tout ce qu'on veut, c'est potentiellement que les gens, peut-être c'est le cas, relancent une partie pour s'améliorer. Pour notre part, je vais compléter un peu ce qu'est. Ben en a un petit peu parlé. Effectivement, nous, ça a été un enjeu où on s'est un petit peu creusé la tête parce qu'en fait, ça marchait pas très bien. On avait vraiment eu ce côté, ok, on meurt. Souvent, au début, les gens disaient, ok, qu'est-ce qui vient de m'arriver? On avait la contrainte de devoir aller vite parce qu'on n'est pas dans un jeu où on va beaucoup mourir et on va boucler. Donc, il faut que vraiment on puisse recommencer. Il ne faut pas que le joueur ait le temps de se poser trop de questions. Il faut qu'il ait vraiment envie de se rejeter vite. Donc, il fallait que ce soit très court, mais en même temps, c'est un moment où il y a quand même des informations qui doivent être données pour essayer de dire, ok, si je suis mort, qu'est-ce que je fais mieux la prochaine fois? Et il y avait cette contrainte de rapidité. Et effectivement, on a exploré ce truc très bizarre de pause de jeu qui se met en pause et puis on pouvait pas revenir en arrière parce que techniquement, on n'avait pas les moyens de le faire, c'était trop compliqué. C'était trop tard, c'était vraiment les devs nous ont dit non. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment quelque chose qui demandait du temps. Et résultat, de figer l'image, ça rendait pas les choses extrêmement claires. Puis c'est là où on s'est dit non mais en fait le problème c'est que notre jeu il est pas clair. Quand on meurt, il faut que quand on joue, on comprenne pourquoi on meurt. Et puis ça va éviter tous les autres ennuis. Donc on a essayé de se dire ok, il faut que ce soit très clair. Voilà, le moment où on meurt le plus possible. On a encore des cas malheureusement où je sais que c'est pas encore aussi clair qu'on voudrait. Mais en tout cas, on a le côté, même dans ces cas-là, ce qu'on a pu voir en tout cas dans les tests, c'est que les gens se disent bon ok, cette fois j'ai pas compris, c'est pas grave, j'y vais. Le jeu réattrape le joueur, le relance dans la partie. Et puis en fait, c'est pas grave, on verra la prochaine fois quoi. Et en fait, ça marche pas trop mal comme ça. Dans Sifu, on pourrait presque dire qu'on a deux types de game over. Tout à fait. Ouais. En fait, dans Sifu, on a... Alors déjà, tout à fait, il y a la problématique de pouvoir redémarrer rapidement.
qui nous était quand même à cœur, le fait qu'on répète des situations, enfin tu vas mourir en boucle contre ton boss, du coup tu vas te relever, donc c'était important pour nous que ce soit quand même un truc qui aille assez vite. Mais en fait la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a une fantaisie qui est attachée à la mort dans Sifu, qui est toute l'idée du perso qui vieillit. Enfin c'est pas forcément une fantaisie, hein, mais de vieillir malheureusement. mais l'idée c'est qu'en fait on pouvait jouer sur l'âge en fait. L'âge c'est quelque chose d'assez fort que les joueurs appréciaient, en fait s'emparaient. Genre je viens de passer la trentaine, c'est fini, je suis en crise, j'arrête. Enfin ce genre de choses-ci en fait qui fait que en fait on pouvait complètement capitaliser sur l'âge pour juste avoir un écran de mort qui était engageant. Juste parce qu'en fait, effectivement, tu voyais ton âge qui s'incrémentait. Et puis, une fois que tu passes tes 70, tu as un écran rouge qui prend tout l'écran, qui vient effectivement marquer la fin de ta partie et ton game over, qui t'oblige du coup à recommencer. Mais oui, on a eu la chance de profiter du coup de toute la dynamique d'âge et toute la thématique autour de ça que nous exploitons dans le jeu. Et du coup, ça fait qu'on a un écran de mort qui... qu'on espère marche. Et on a une différence aussi, corrige-moi si jamais c'est faux, mais au niveau des inputs, aussi quand c'est une mort passagère, c'est-à-dire qu'on a uniquement augmenté notre âge, on doit laisser appuyer sur le bouton un certain temps, tandis quand il s'agit de try again, là par contre c'est juste une pression, on n'a pas besoin de... Mais peut-être... Ouais, tout à fait, mais en fait c'était pour... parce qu'en fait il y a aussi un autre élément qui est lié à la mort, il y a une partie de la progression est liée à la mort. C'est-à-dire qu'en fait au moment où le personnage meurt, il a la possibilité d'acheter des skills. Et en fait c'est quelque chose qui... Enfin, lorsque quelqu'un meurt dans un jeu dur, il a envie de recommencer immédiatement. Donc en fait pour nous il fallait réfléchir à comment est-ce qu'on l'oblige quand même à rester quelques secondes sur cet écran pour que potentiellement il achète des skills, il améliore son personnage, et en fait c'est le hold. Ouais. C'est de là qu'est apparu le hold. Mais ouais. Et ça peut peut-être... Attends, vas-y. Non, mais c'est vrai, en fait, moi j'avais totalement oublié, mais à la base, on avait cet écran de mort, et en fait, l'écran des skills, il fallait... c'était un autre bouton pour atteindre l'écran de skills, pour pouvoir l'acheter, etc. Et on avait vraiment ce problème où, en fait, les gens... même nous, en fait, on achetait même pas de skills, on était en mode non, vas-y, je me relève, j'en ai marre, je veux le buter. Mais du coup, il a fallu tout mettre sur un écran, et donc on avait ce problème des différents inputs, et c'est comme ça effectivement qu'on a solutionné en faisant un hold sur l'un et une validation sur l'autre pour l'achat. Ouais, ça donne une solution qui va presque dans le sens aussi d'être assez bienveillant par rapport aux joueurs. On se contente pas juste de lui dire t'es nul, t'as raté, mais tout à fait. On donne quand même un petit quelque chose, un accès quand même à l'écran d'amélioration. Une question peut-être uniquement justement pour vous, l'équipe de Slow Clap, parce qu'on est quand même au NIF, dans un festival notamment de cinéma asiatique. Bon, alors vous avez déjà rempli la case The Raid, donc on a déjà une référence à un film. Je pense qu'on a pu le voir, ça a été suffisamment discuté dans la presse, toute cette séquence aussi du couloir où tout à coup la caméra se bloque. Et on a une séquence qui fait beaucoup penser à Old Boy de Park Chan-wook. Peut-être c'est pas du tout voulu. Si. Ah, non mais en fait, en vrai, au tout début, le couloir, et d'ailleurs ce couloir, on le voit dans notre reveal trailer avec une caméra gameplay normale. Pour moi, c'était le couloir de The Raid. Donc vraiment, le gars, la caméra qui est juste derrière, c'est Rama. Et avec les ennemis en face, le groupe d'ennemis, et scène de combat que j'adore, et ce moment de tension qu'il y a dans ce couloir. Donc pour moi à la base c'était ça, et c'était vraiment ce qu'on a transcrit dans notre reveal trailer. Et c'est vrai qu'on a fait un test avec la caméra Old Boy, et ça marchait plutôt bien, et tout le monde était hyper convaincu par ça. Donc quelque chose que vous reprenez d'ailleurs après dans d'autres décors. On le réutilise effectivement dans le musée, avec pour le coup, c'est aussi un petit hommage au jeu, au beat'em all 2D, Street of Rage, Final Fight, tout ça. Ouais. Donc voilà, non, ça matchait bien avec notre jeu, ça donne une nouvelle perspective. Pour une séquence, c'est plus un côté cinématographique, et l'autre, c'est plus un hommage au beat'em all. Et puis, par rapport à ça, est-ce que vous avez d'autres influences directes qui vous viennent peut-être du cinéma hongkongais ou, Il y en a plein. Plein. On aurait pu faire la presse sur ça, genre tenir 30 minutes juste sur une référence. On vous invitera alors. Non, mais en plus sur des aspects très différents. Il y en a qui sont vraiment très très visibles, d'autres qui le sont
qui le sont un peu moins, enfin qui sont plus subtils, quoi. C'est très intéressant, ça reprend, en fait, ça nous invite effectivement à jouer ces combats, beaucoup plus justement cinéma hongkongais, 2010, une sorte justement de renaissance, une réinvention un peu de combats beaucoup plus brutaux, beaucoup plus au contact et autres. Et c'est vrai qu'il y avait tout ce questionnement, en tout cas, ce questionnement que moi j'avais quand je voyais les trailers, en fait, de à quel niveau ou à quel type en fait de type de combat en fait on va nous inviter à jouer. Et c'est vrai qu'il y a une dimension, on l'a beaucoup vu dans ta séquence, qui peut être assez cinématographique suivant comment est-ce qu'on joue au jeu, effectivement. Est-ce qu'on décide de jeter le personnage par-dessus la rambarde, et donc ce qui est intéressant, c'est que des dimensions-là, en fait, c'est presque comme si le montage du combat, en fait, il était laissé aux joueurs, ouais, exactement. Après, pour le coup, je me permets de rebondir un peu sur ça. C'est vrai que même si, effectivement, en termes du combat, on s'est beaucoup basé sur du The Raid, brutalité, etc., en termes de référence, pour le coup, c'était très très large. Et en fait, même des choses aussi vieilles que le cinéma des Shaw Brothers, du coup, le cinéma hongkongais des années 70, 60, en fait, étaient aussi des références qui sont importantes à Sifu. Et la séquence d'introduction est peut-être l'hommage le plus évident. Donc en fait, c'est juste pour dire qu'on a des références qui sont très hétéroclites. Et c'était ce que disait un peu Jordan, c'est qu'en fin de compte, si on commence à les lister toutes, à rentrer dans les détails de tout, en fait, on a un panel qui est assez énorme au total pour l'ensemble du jeu. Ouais. Et puis, encore peut-être une question avant de donner la possibilité au public de poser les siennes, parce que moi j'ai la chance de vous avoir. Ah, est-ce que je peux en glisser une qui rebondit sur... Ah, mais bien sûr. Quelle est l'influence au cinéma hongkongais dans Sorchip? Exactement, total. Non, c'était la question sur l'élément un peu fantastique que je trouve que le jeu fait magnifiquement bien, la rupture et je trouve le jeu très ancré dans la réalité et soudainement, particulièrement dans le niveau 3 où quand vraiment on passe par-dessus de cette balustrade, on arrive dans le vide, on marche, il y a le personnage, la figure du personnage et on rentre à l'intérieur. Je trouve qu'il y a une bascule qui est brillante en fait, vraiment c'est très impressionnant et je me demandais ça, du coup, est-ce que c'est une inspiration, enfin, comment vous avez amené ça, est-ce que c'était pensé en amont, est-ce que ça s'est mis en chemin? Ouais, non, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment très tôt. En fait, si je dois retracer vraiment tout l'historique, en gros, donc on voulait faire un jeu sur le kung-fu. Donc bon, on le voit dans la manière de se battre, mais on voulait également montrer un petit peu les valeurs du kung-fu et donc ça c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et donc il y avait donc 5 valeurs confucéennes qu'on voulait rentrer dans le jeu de manière thématique. Et pour faire ça, on s'est basé donc sur les 5 éléments. On voit bien en fait que les 5 niveaux, il y a vraiment les 5 éléments ce qui s'appelle le wuxing en chinois. Et donc à chacun des éléments, il y a une valeur liée au confucianisme et au kung-fu. Et en fait, ces éléments sont représentés, sont détenus en quelque sorte par les boss. Et c'est ça, en fait, on avait cette idée de là où est le boss, là où il y a cet élément, le décor en fait est impacté par ça. Et c'est quelque chose qu'on voulait très subtil au début, parce que justement, on veut plutôt une vibe The Raid. Je suis là juste pour me venger. Je suis là pour tuer ce groupe de personnes et vraiment quelque chose de très terre à terre, très, très brutal. Et en fait, au fur et à mesure dans le jeu, on commence à avoir ces choses un peu plus mystiques qui représentent les valeurs, en fait, les valeurs du kung-fu qui prennent de plus en plus le pas. Et c'est vrai que déjà dans le 3e niveau, on sent que qu'est-ce qui se passe concrètement. Et c'est ce qui nous permettait en fait, en tout cas, de transmettre ce message, même si c'est très très subtil, quoi. Et ça dérive un peu de ça, mais en fait, ça nous permettait aussi de travailler nos boss fights, puisque cet aspect un peu fantastique, ça nous permettait forcément de réfléchir un peu différemment les boss fights et de se permettre des choses qu'on ne se permet absolument pas dans les combats de base du jeu, qui font qu'en fait, on arrive quand même à avoir... En fait, on tombe un peu dans ce fantastique, même lorsqu'on regarde le gameplay, le combat. Donc en fait, on a aussi exploité ça en gameplay. Donc c'était du win-win, tu vois. Ça servait le gameplay, ça servait la fantaisie. Donc en vrai, c'est quelque chose qui, effectivement, au fur et à mesure, ça a gagné un peu plus de place dans le projet.
Ouais, c'est très agréable parce qu'effectivement, ça sonne juste, quoi. On pourrait se dire, pour faire quelque chose comme ça, en amont, il faut préparer, il faut que l'univers ait une cohérence pour amener. Et là, mais ça arrive comme ça et ça clique complètement. Enfin, une sorte de satisfaction, je trouve que ça marche super bien. Et on se pose jamais la question du pourquoi, du comment. Enfin, c'est juste quoi. C'est là, quoi. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ouais, pour poursuivre là-dessus, puisqu'effectivement on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut transmettre en fait, à travers ces systèmes et aussi à travers ce qui se passe au niveau de la manette et au niveau de la joueuse et du joueur. J'ai l'impression qu'en fait, un point de connexion en fait, entre vos deux jeux, c'est cette impression au début de nécessité d'attaque ou d'agressivité pour finalement à un moment réaliser, alors vous le faites beaucoup plus brutalement puisqu'on ne peut pas tirer, mais on a un rappel des codes du shoot 'em up, pour en fait tout à coup forcer en fait à réaliser l'importance de la défense, de l'esquive, de la respiration en fait aussi dans le combat. Et je crois que dans les deux cas, en tout cas, après je vous laisse réagir, c'est des jeux qui d'une certaine manière viennent un peu punir un peu l'agressivité ou punir dans Sifu l'attaque en continu, la nervosité sur la manette, et puis chez vous peut-être alors punir je sais pas, mais en tout cas réussir à garder son sang-froid. Il y a toute une dimension, j'ai l'impression, de sang-froid, de calme, alors que peut-être qu'à l'écran, on a plus quelque chose qui donne une impression d'agressivité ou de surcharge cognitive. Ben, est-ce que tu veux réagir là-dessus, sur la surcharge cognitive visuelle non. Non, mais ce que tu dis, c'est marrant parce que en vrai, au tout début du projet, la notion d'esquive, même si le jeu est passé par plein de formes avant d'être skillé aujourd'hui, la notion d'esquive, elle était là dès le début. Et moi, je m'en souviens, j'avais affiché sur mon ordi une image d'une projection d'aïkido. Et ça a été un truc qui est toujours resté, de se dire ouais, on veut pas tirer, on veut vraiment quelque chose qui est basé sur la défense. Alors après, on a mis un bon moment où on est resté coincé, comme le disait, on voit d'ailleurs des images là où la caméra est derrière, c'est un des premiers prototypes, où on avait des esquives des ennemis qui venaient sur les côtés, ce genre de choses. Mais l'esquive, elle a tout le temps été là. Et finalement, l'agressivité dans le jeu, on a 2-3 éléments qui permettent d'électrocuter les ennemis, de les immobiliser, de couper leurs attaques et tout. Mais sinon, on est vraiment ultra passif, quoi. Et peut-être après, en termes de gameplay... Ouais, c'est plus aussi la filiation dans laquelle vous vous inscrivez, puisque visuellement, il y a comme s'il y avait une filiation qui vous dépasse, qui est la filiation du shoot 'em up et autres, et vous retirez en fait, vous empêchez en fait la possibilité d'agresser. Et ça, c'est un truc qui est pas mal apprécié d'ailleurs. Ça fait partie des bons retours qu'on a sur le jeu. C'est justement ce parti pris de ne pas avoir de shoot, quoi. Il y en a qui nous posent la question, genre pourquoi on peut pas tirer. On l'explique, puis après c'est assez vite, genre ok, make sense, puis c'est ok, quoi. Ça passe assez bien. Ouais. Et pour rebondir sur l'histoire du shoot 'em up, c'est vrai que ce qui est particulier, c'est qu'en fait c'est une espèce d'énorme imposture, cette affaire. Pour être très très sincère, parce qu'en fait on s'en est rendu compte après coup, en vrai. C'est-à-dire que dans les faits, comme tu dis, l'essence de ce truc-là, c'était moi même quand je suis arrivé, moi je suis arrivé un peu plus tard dans le projet. La première chose que vous m'avez dit, c'est un jeu d'esquive, c'est un jeu où vraiment on n'attaque pas, c'est vraiment la course-poursuite dans un James Bond, dans un truc où vraiment on est complètement débordé par des ennemis qui nous agressent, mais nous on n'a pas de moyen de répondre. Donc on doit éviter, on doit se positionner, mais il n'y a aucun moyen de répondre en fait. Et en fait c'est en allant dans cette direction-là mais paradoxalement, au bout d'un moment, c'est arrêté. Moi, je cherchais aussi beaucoup sur... Je me disais, mais ce jeu aussi, parce que moi, j'étais vraiment très dans un mode roguelike, les inspirations, c'était Downwell, c'était Spelunky, c'était plein de trucs comme ça. Et puis je me disais, mais purée, la durée de vie, elle n'est pas très... ça se joue quand même vite, c'est difficile. Et tout d'un coup, en dézoomant, c'est comme si tout d'un coup, ça avait sauté du jeu. Je me disais, mais on dirait un shoot, en fait. Et on a des contraintes qui sont très proches. Et en fait, c'est dans un deuxième temps que c'est apparu. Et à la filiation avec le shoot 'em up, c'est comme si c'était sorti un peu malgré nous. Alors effectivement, moi j'aime particulièrement ça. Alors je sais pas dans quelle mesure ça a influencé les choses, mais vraiment c'était complètement inconscient, quoi. C'était pas. Bon, je mets l'accent aussi là-dessus parce qu'un des premiers jeux de Digital Kingdom pour le coup est un shoot 'em up. Alors après avec ses tout à fait. avec ses spécificités, mais un des premiers jeux que vous avez sorti sur téléphone portable était Yam Gun.
qui était un shoot 'em up. Donc il y a quand même un peu un retour inconscient. Le jeu vous parle. C'est ça. Et le vaisseau était jaune aussi déjà. D'ailleurs. Ah voilà. Et puis peut-être quelque chose sur cet état, ce sang-froid. Bon, ça rejoint peut-être aussi un petit peu ce que tu disais sur. Nous, pour le coup, vraiment, on joue sur le fait que le joueur, il achète un beat'em all. C'est une histoire de vengeance. Il doit se venger de ces 5 personnes. Le premier niveau dans lequel on le met, c'est des dealers, tout ça. Enfin, on le met vraiment dans un. On lui dit en gros, vas-y, défoule-toi, éclate-toi. C'est un beat'em all. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on met un système de dialogue, on met des trucs, c'est des petits hints, en mode, mais en fait, on t'a mis dans cette voie de frapper les gens, mais en vrai, peut-être que petit à petit, tu vas t'apercevoir que si tu les tapes pas, déjà, ils vont pouvoir te parler, ils vont pouvoir te dire des trucs. Mais même, en fait, grosso modo, on a une deuxième fin dans le jeu qui est vraiment d'épargner les boss, et donc c'est vraiment via ça qu'on récupère les vertus et qu'on atteint ce qu'on appelle Wu 2, en fait, qui est vraiment un truc qui pourrait se traduire par être quelqu'un de bien. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on voulait intégrer dans le jeu. On voulait même, à la base, pouvoir épargner tout le monde dans le jeu. C'était quand même très compliqué. Ouais. On avait vraiment un système d'abandon des ennemis en faisant tel ou tel truc. Montrer en fait que c'est un concept que j'imagine vrai. C'est un moment... On devient tellement fort, on a un kung-fu tellement fort que c'est plus vraiment besoin, et on n'a plus vraiment besoin de se battre. Pour arriver dans une sorte de figure un peu à la Wang Feong on fait un geste, le mec en face, normalement, il comprend que s'il veut vraiment aller dans cette voie-là, ça va très mal se passer pour lui. Et on voulait un petit peu aller jusque-là, mais c'est vrai que c'était quand même très difficile à mettre en place, mais on est content. Enfin, c'était très important de l'avoir pour les boss et d'avoir cette deuxième fin. Pour moi, qui est en gros qui joue à Last of Us 2, qui est un jeu que j'adore, vraiment, que je surkiffe, et où j'ai eu un moment des moments où j'avais envie de pas faire telle ou telle action, qui pour moi me déliait en fait de mon personnage. Ça me paraissait, je voulais donner la possibilité là aux joueurs de dépasser ça, de dépasser ce truc-là, qui garde en fait cette connexion s'ils considéraient que non, j'ai pas envie de tuer cette personne, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que je vois des mains qui se lèvent, donc je suis heureux de savoir que vous avez préparé vos munitions de questions. On a des questions là au milieu. Merci. Merci. Bonjour. J'avais une question pour Slowclap. Par rapport à justement votre progression à vous, et qu'est-ce que vous avez appris en travaillant sur Absolver et que vous avez eu envie de pousser plus loin sur Sifu? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris, je pense, plein de choses sur Absolver. En fait, c'est que sur Sifu, on a pris une voie un petit peu différente. Enfin, on s'est appuyé sur les bases d'Absolver. Voilà, on savait qu'on ne mettait pas tout à la poubelle. On avait un combat qui quand même fonctionnait pas trop mal. On avait un système de cadran qu'on a d'ailleurs gardé dans Sifu, mais qui pour le coup est plus vraiment gameplay, mais est purement réel. Donc le système de cadran en gros d'Absolver, c'est en fonction de où est mon ennemi par rapport à moi, je ne vais pas faire la même attaque. Et c'est quelque chose qu'on a un peu poussé sur Sifu, dans le sens où ça permet de garder une fluidité dans le combat qui vraiment était importante sur ce projet. Mais là où, il y a plein de choses d'Absolver bien sûr qu'on a mis de côté, notamment le online, le joueur contre joueur, tout ça. Là où on voulait pousser plus loin, c'était vraiment l'aspect réel, l'aspect cinématographique dans le combat. On a énormément travaillé la caméra, on a beaucoup changé la caméra par rapport à Absolver. On a une caméra dynamique, on a essayé de mettre le joueur au plus près de l'action. Et travailler en fait, donner plus de possibilités, que ce soit dans les défenses. Typiquement les défenses, en fait, elles y sont en quelque sorte toutes dans Absolver, mais c'était sur des classes différentes.
Là, c'était, bon, en fait, on veut tout donner aux joueurs, on veut qu'ils puissent tout faire, parce que quand on regarde des séquences de combat avec Sammo, Jackie Chan, en fait, les gars, ils font tout, quoi. Ils ont pas, c'est pas, bon, toi, t'es le mec qui évite et toi, t'es le mec qui part. Non. Et du coup, ouais, c'était un peu le challenge aussi de tout mettre sur la manette. Bon, sûrement, je divague pas mal par rapport à la question, vous m'arrêtez quand vous voulez. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu. Du coup, c'était aussi une question pour Slow Clap. Vous avez parlé de vos influences cinématographiques et aussi de la volonté de faire des combats plutôt crédibles. Mais on sait aussi que dans le cinéma, ils trichent pas mal sur les combats pour vraiment envoyer de la patate. Et du coup, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous avez dû vous poser la question à un moment de trouver un équilibrage entre des combats qui envoient du lourd et qui sont divertissants pour le joueur et des combats qui sont vraiment proches de la réalité et qui en vrai dureraient une demi-seconde, quoi. Tu veux répondre ? Ouais, en vrai. En fait, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On évoquait dans la présentation la jauge de domination, parce qu'en fait, tu vois, un combat dans la réalité, une personne seule face à 5 ennemis qui l'entourent, c'est mal parti. Parce que les gars, ils vont essayer de l'attaquer en même temps ou autre. Du coup, nous, en fait, juste la variable de dire, OK, quel nombre d'ennemis vont se mettre à attaquer le joueur en parallèle, juste ça, c'est un gradient de difficulté qui est énorme pour nous, sur lequel on a joué. Et en fait, il y en a pas mal de genres de petits éléments ouais, qu'on a mis dans le jeu, qui sont des choses qu'on a tweakées en fait, en gardant en tête toujours cet aspect de la fantaisie, du coup de garder effectivement le combat crédible, des ennemis qui réagissent, des ennemis qui s'adaptent parfois, et comment est-ce qu'en même temps on fait en sorte que le joueur il aimerait progresser quand même, et que des ennemis qui s'adaptent et des ennemis qui sont extrêmement vénères, c'est pas forcément facile à gérer. Du coup, en vrai, ouais, c'est quand même quelque chose qu'on a gardé en tête, et c'est vraiment visible dans le 1VN. Je pense que c'est l'endroit où c'est le plus marqué. Et pour parler vraiment de ce curseur dont tu parles, hein, entre réalité et vraiment, pour le coup, quelque chose de très arcade, de très chorégraphié ou quoi. Enfin, on a les inspirations qu'on a cinématographiques, forcément on les a bien choisies. Donc on a pas mal parlé de The Raid. Pour moi, la filmographie de Jackie Chan, ses combats restent aussi dans quelque chose d'assez crédible, dans le sens où vraiment tu sens que le mec, c'est pas un super-héros, quoi. Il est tout le temps en galère, il prend tout ce qui traîne sous la main pour le jeter, pour s'en sortir. On est sur ce type de référence, là où on n'a pas du tout regardé Il était une fois en Chine, ou ce genre de choses, ou Tigre et Dragon, ou quoi. C'était pas du tout des références, en tout cas pour notre combat. C'était quelque chose qu'on a mis de côté. Donc ça nous permettait aussi de savoir en gameplay, à quoi on veut que ça ressemble en fait à l'écran. C'est ces références-là, quoi. Bonjour, merci à vous quatre pour les présentations. Moi j'avais une question sur le mode de difficulté facile qui est arrivé dans un second temps, et je voulais savoir quels avaient été les leviers ou même peut-être les sacrifices que vous avez dû faire pour l'intégrer a posteriori. C'est une très bonne question. Tu veux y répondre, pas ? Non, mais je peux y répondre. Ok, d'accord. Donc la jauge de domination, en vrai, c'est quelque chose sur lequel on a pu s'appuyer, parce que donc, en temps normal, dans notre jeu, elle va de 0 à, je sais plus, 300. Bref, avec le mode facile, on pouvait vraiment la limiter. Donc c'est de dire, même si le joueur il performe très très bien, en fait, elle reste sur un niveau faible qui fait qu'il y a finalement peu d'ennemis qui vont l'attaquer. Après, on a aussi forcément des systèmes sur lesquels on s'est basé, sur les dégâts, la vie du joueur, ce genre de choses. Mais en vrai, c'est toi qui es le mieux placé pour parler de tous les éléments, vu que c'est toi qui l'as mis en place. Ouais, du coup, en fait, mais en fait, c'est vrai aussi pour la difficulté hard, c'est-à-dire qu'on a joué sur le même genre d'éléments. En fait, il y a aussi un autre truc qui n'a pas forcément été précisé dans la présentation, mais qui est intéressant, c'est que la domination nous permettait aussi de faire évoluer les combos des adversaires. Et c'est particulièrement vrai pour les boss, en fait, qui vont avoir des patterns légèrement différents selon le niveau de domination du joueur. Et en fait, forcément, lorsque le niveau de domination est locké en bas, en fait, tous les patterns complexes, le joueur n'a pas besoin de deal avec. Et l'autre point, et qui est peut-être le plus important, parce que c'est quand même
de là que naît aussi une grosse partie des difficultés Tifu, c'est sur la boucle macro et l'âge. En fait, pour le mode, en gros, je ne suis pas forcément rentré dans les détails dans la présentation, mais l'idée c'est qu'à chaque fois que le joueur meurt, en fait, on va avoir un compteur qui va s'incrémenter, et en fait, l'âge qu'on gagne va dépendre de ce compteur. Et donc, il meurt une première fois, le compteur monte à 1, il gagne 1 an. Il meurt une deuxième fois, le compteur monte à 2, il gagne 2 ans, et ainsi de suite. J'aurais dit perd 2 ans. Enfin bref. Oui, Une façon de voir les choses. À le full. Mais, et du coup, en fait, c'est quelque chose sur lequel on a complètement joué, en tout cas par difficulté facile, dans le fait de dire que le compteur, en fait, il est bloqué à 1. Et donc, en fait, l'idée, c'est que le joueur, il va toujours gagner que 1 an. Et donc, en fait, ça fait qu'il a 50 tries pour le jeu. Ce qui est drastiquement plus qu'en mode normal. Voilà. Donc oui, on avait quand même pas mal de leviers, même si c'est quelque chose qu'on a rajouté après, on avait quand même pas mal de leviers qui nous permettaient de mettre ce mode facile. Ouais. Un mode facile, ça c'est quelque chose auquel vous réfléchissez pour Swordchip ou bien non, ça vous... Mais il est déjà là, monsieur. Ah. Mais oui, il est là depuis la semaine passée. Donc, alors on l'a release dans Playtest depuis la semaine passée. Alors, non, il est là vraiment depuis, mais ça fait 2 jours qu'il est en ligne. Mais nous, on le travaille dessus depuis. Effectivement, là, c'était vraiment un truc de quand on est sorti vraiment en playtest avec un groupe de playtest fermé, etc. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème, ouais. Toujours le classique, j'ai trop joué, et puis même si je pensais que c'était suffisamment bas, en fait ça l'était vraiment pas assez, et puis c'était intéressant, ça m'a forcé à comprendre vraiment où étaient justement ces leviers chez nous de difficulté qui nous est le nombre vraiment max d'ennemis à l'écran, qui est vraiment au niveau de la saturation du cerveau, vraiment des choses à gérer, c'est vraiment un ennemi de plus, c'est vraiment beaucoup, et effectivement ça m'a permis de vraiment descendre un bon bout. Donc tu diminues le nombre d'ennemis qui peuvent maximum sur l'écran. Et puis après, il y a aussi les pauses entre les ennemis quand on nettoie les ennemis, le temps qu'il y en a d'autres qui mettent du temps à revenir. Ça, peut-être, effectivement, on ne l'a pas spécialement précisé, mais en fait, effectivement, tout est une forme d'aléatoire, en gros. L'apparition le jeu est très aléatoire. Voilà, le positionnement des ennemis, quel ennemi arrive, c'est effectivement aléatoire, ce qui fait que à chaque partie, il peut y avoir des mélanges quand même assez différents qui vont nécessiter du coup des décisions assez différentes pour nous. Et un travail aussi différent en termes de design. Voilà, exactement. Donc, j'ai une petite question pour vous, du coup, l'équipe de Swordchip. Est-ce que vous prenez aussi en compte la performance du joueur dans votre détermination de l'aléatoire, du procédural ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut-être vous intéresse pas ? C'est tout à fait possible. Ou non. Est-ce que ça a été en question ? Il me semble pas. On avait peur. Il y a une espèce de va-et-vient un peu difficile, sur lequel moi je me sens pas toujours très sûr par rapport au score, d'être juste pour le joueur, en disant si un comportement trop... le joueur n'est pas très doué, mais qu'en fait on lui facilite les choses, est-ce qu'il risque pas de scorer mieux que quelqu'un qui... c'était un petit peu le souci avec ce genre de procédé, quoi. Déjà que l'aléatoire chez nous fait que, il peut y avoir déjà des fois des choses où il pourrait y avoir un petit gap si on a de la chance. Normalement, il n'est pas très grand, mais il peut y en avoir un petit. J'avais peur qu'avec un procédé comme ça sorte du contrôle, quoi. J'étais un peu... On n'a pas exploré en tout cas cette direction. Merci. Est-ce que on a encore un petit peu de temps ? Ah oui. Oui, bonsoir. Merci pour vos présentations respectives. Bonsoir. J'ai une question pour Digital Kingdom, notamment toi, Ben. Tu as parlé de tout ce processus-là de simplification et de clarification de ce que tu faisais à l'écran. Et dans le gameplay qu'on a vu, le sound design était aussi extrêmement clair, au point que j'avais l'impression qu'en fait, on aurait pu y jouer les yeux fermés. Ce qui est tout à votre honneur. Et je me demandais si le travail justement de clarification des attaques avait été fait en même temps avec le ou la sound designer, où la personne aurait dû abandonner Mozart pour faire de l'électro, ou est-ce que c'est quelque chose qu'en fait est arrivé plus tard, ou tu as fait toi ce processus-là un peu dans ton coin, et qu'après vous avez mandaté quelqu'un pour quelque chose de finalement très précis? Ouais, alors merci pour les compliments. On passera le message à la personne concernée, Dario du coup. Alors pour être tout à fait honnête, on a encore pas mal de travail au niveau de l'audio.
mais c'est peut-être plus dans les niveaux avancés où on se rend compte que voilà, il y a toute une partie, des fois Sandro il va jouer et puis il va dire ah mais ça marche pas Ben, ce feedback, il me faut autre chose, et puis c'est vrai que nous on a une itération assez rapide, quasiment je sais pas 3-4 fois par semaine, on peut vite faire des petits changes, etc. Avec le sound designer, le musicien, c'est des itérations un peu plus lentes. Et puis il y a des fois où effectivement on se rend compte que le feedback, pour qu'il soit juste, il faut vraiment qu'il soit aussi au niveau de l'audio. On a des éléments qu'on a pas mal travaillé, genre typiquement tu peux te foutre le feu si tu passes dans les lance-flammes ou les trucs comme ça. Et puis là visuellement on a fait quelque chose sur le vaisseau, quand tu plonges après il y a une espèce de vapeur comme ça, mais c'est surtout le son qui fait quelque chose. On a eu pas mal de discussions sur le sound design, sur les explosions. On savait qu'on voulait assez vite un truc qui soit sourd, assez vite fuyant. Et puis, ça, après, voilà, c'est toujours la balance est toujours difficile entre quels sont les sons qui sont cool à entendre et qui envoient, et puis les trucs que Sandro a besoin pour que le jeu soit clair, quoi. Et puis ça, c'est toujours un petit peu difficile à gérer. On a encore pas mal de taf à ce niveau-là. Donc voilà, je suis pas sûr d'avoir totalement répondu à la question non plus. Mais, non, il me semble. Mais ça me fait penser à quelque chose, c'est pour ça que j'ai fait Digne qui va faire une question pour vous. Alors là, du coup, je sais pas si j'ai entièrement répondu et du coup ça marche. Cool. Oui, ça m'a fait penser à nous, ce qui a été difficile à trouver comme équilibre, et du coup je me demandais vous comment vous fonctionnez, c'est l'équilibre entre nous deux d'itération quand on prototype en fait. C'est-à-dire que moi il y a beaucoup de fois où je travaillais puis au début toi tu faisais vraiment quasiment quelque chose de fini, je me disais oui mais en fait si après en fait ça marche pas, je lui demande de gâcher son travail, et puis de l'autre côté à l'inverse dans l'autre sens, à un moment on se dit bon alors vas-y fais le truc le plus simple possible, notamment l'autre boss qui vraiment on a fait un truc très très simple, et moi je m'acharnais contre ce truc, je me disais mais je n'arrive pas à faire un truc cool quoi, c'est nul. Il est nul ce boss, et jusqu'à ce que toi tu passes dessus et je me dis ah oui ça marche bien là, et du coup j'ai trouvé le milieu de jusqu'où on va pour que on ait la bonne sensation de si ça fonctionne ou pas, et pas jeter des idées parce que il manque du visuel pour l'instant c'est encore un peu mystérieux. Juste avant de vous céder la parole, je pense que nous on est encore on est quand même dans un processus d'apprentissage. Voilà, on est au début, il y a plein de trucs qu'on a fait faux. Typiquement les explosions, on travaillait avec des sphères. Alors pour toi c'était pas cool, mais je pense qu'il aurait pu faire abstraction un peu plus de ce genre de choses là. Et puis après moi j'aurais pu peut-être m'éclater plus longtemps avec les explosions, et ça aurait pu rester plus longtemps des placeholders quoi. Alors que sur les ennemis il y avait besoin quand même de voir les timings des attaques. On avait des ennemis genre la tourelle, si elle se tournait, la hitbox comment on la gérait, elle se déportait pour le joueur. Il y avait plein de trucs qui étaient pénibles, et là sur les ennemis il y a eu plein d'itérations où moi je suis peut-être allé un peu trop loin d'abord visuellement, et voilà, donc je pense que ça c'est un truc qu'on a aussi un petit peu mal dealé, mais ça fait partie de l'apprentissage. Après je sais pas comment vous gérez ça, surtout avec nous on est 2-3 donc voilà, j'imagine bien comment ça va être compliqué. Est-ce qu'on jette? Ouais, non. Ouais, ça c'est sûr, parfois on jette, il faut l'accepter, mais non, on essaye bien sûr le moins possible de jeter. C'est clairement, je pense, c'est au cas par cas en fait sur cette question-là. Nous, moi, quand on parle de ça, je pense tout de suite à l'anime en fait, à l'animation. Quand on commençait Sifu, donc on avait fait Absolver, donc on pouvait réutiliser un petit peu des attaques pour prototyper, mais on pouvait pas faire des miracles non plus avec. Donc voilà, on essayait un peu de bidouiller le truc pour aller vers ce qu'on voulait faire, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui nous retenait. Il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui passe un peu plus en détail dessus. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal à l'appréciation de se dire, ok, est-ce qu'il faut passer dessus maintenant ou pas. C'est franchement du cas par cas. Je pense quand même que le truc qu'on essaye d'éviter le plus possible, c'est d'être au tout début d'un design. Et là, par exemple, je pense plus à la UI, quoi, UX UI. On est au tout début d'un design, et il nous faut des feedbacks rapidement pour valider le truc. Et en fait, ça passe sur des mock-ups hyper détaillés et tout. Enfin, en fait, t'embêtes pas avec ça, on sait jamais. Ça va peut-être pas marcher, tu sais. Mais ouais, on essaye quand même de faire attention à ça comme ça. Il nous reste encore
peut-être le temps pour une question, une petite question si vous en avez encore une. C'est vrai que ça fait un moment qu'on parle d'amélioration de soi. Moi, j'en ai peut-être une ici. Ah Pour Digital Kingdom, est-ce que vous auriez l'idée d'organiser ou de trouver un partenaire pour faire une sorte d'e-sport avec ce jeu? Je peux répondre. Oui. J'ai pas l'impression que c'est à nous de. Vraiment, c'est pas le jeu de ce point de vue-là où est-ce qu'il se place. J'ai vraiment, on manque de recul. C'est vraiment. Est-ce que les joueurs, ça va leur plaire? Est-ce que la solidité de notre système de scoring, il est encore en train d'être mis à l'épreuve actuellement par les playtesters? C'est vraiment très difficile à répondre. Il y a des questions vraiment de robustesse, je pense, avec laquelle je n'arrive pas à répondre si le jeu est assez solide pour se permettre ce genre de choses. Excuse-moi. Non, c'est peut-être juste pour compléter. On avait eu, c'était venu. Voilà, on en avait déjà un petit peu discuté avec quelques personnes qui pratiquent aussi ça. Et on avait au début du jeu pour les ennemis, je me souviens bien, un système de seed. Où on pouvait garantir, que deux parties soient identiques côte à côte, et puis de pouvoir faire jouer deux joueurs en simultané. Je crois que c'est des trucs qu'on a aussi complètement laissé tomber. Enfin voilà, c'est des choses qui sont un peu tombées, quoi. En fait, c'est surtout qu'au niveau c'est impossible maintenant parce qu'on a cet aléatoire qui fait que vu que si un joueur laisse un ennemi pendant 15 secondes sur l'écran ou 3 secondes, tout le reste du niveau va se passer différemment. Donc en fait, oui, on a toujours un système de site derrière qu'on peut appeler, ce qui pourrait être fait pour les Daily Challenge ou dont on a parlé ou des choses comme ça. Mais dans les faits, le niveau va quand même se passer légèrement différent pour tout le monde. Donc voilà, à voir. Après, précisons aussi peut-être qu'il y a énormément dans la région de personnes très motivées dans des associations justement e-sportives qui font beaucoup d'efforts et aussi de prise de contact avec la scène locale des développeuses et des développeurs pour faire aussi des listes qui vont de plus en plus dans le détail de ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils aimeraient bien que le jeu justement intègre pour qu'il soit e-sport friendly, pour qu'il soit le plus... ça, c'est par exemple comment est-ce qu'on gère son écran de pause, comment est-ce qu'on échelonne justement les informations à l'image pour pouvoir permettre aussi peut-être de mettre des bannières de sponsors ou la tête des joueurs et joueuses. Voilà, tout ce genre effectivement d'éléments qui peuvent après faire que le jeu il gagne un peu en aérodynamie, il soit de plus en plus facile à potentiellement adapter à une scène e-sportive ou à la création d'une ligue. Puis pour ça, je pense qu'effectivement, il y a une belle énergie qui doit aussi venir effectivement du côté de l'e-sport, de ne pas hésiter à prendre contact, ce qu'ils font déjà avec les développeuses et développeurs. Mais après, souvent, la réponse qui est faite, c'est je pense déjà, il y a l'envie de sortir le jeu dans la forme la plus propre effectivement possible. Et puis après... cette affaire d'update, de mise à jour, de transformation. Peut-être juste pour te compléter, je pense que dans notre cas, il y a déjà tellement de choses à prendre en compte et c'était déjà tellement dur d'arriver à faire le jeu sans avoir toutes ces considérations de est-ce qu'il est bien pour du e-sport, quelle zone on laisse libre sur de la UI, etc. Nous, c'était déjà un casse-tête. Donc, je pense pas qu'on est fermé à ce genre de choses. C'est plus de dire, OK, déjà, regardons le jeu, comment e-sport, comme disait Sandro, comment les joueurs l'acceptent. Et puis, si y a des choses qui fonctionnent, pourquoi pas essayer ça, comme tu dis, dans un patch. Et c'est vrai qu'une des grandes choses que l'e-sport a de merveilleux, c'est qu'ils sont obligés, à chaque fois qu'ils tombent amoureux d'un jeu, d'adapter complètement en fait, leur dispositif de performance, souvent au jeu. En fait. Alors après, c'est bien si le jeu va aussi dans leur direction. Mais si ça nous arrive, on sera très contents de toute façon. Voilà. Merci infiniment pour votre présence à toutes et à tous. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis un immense merci de la part de toute l'équipe du NIF à Slow Clap et puis à Digital Kingdom de nous avoir rejoints ici. Et voilà, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans la suite de vos créations. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite de la programmation du NIF. Merci bien. Merci. Merci.